Bon, ça serait un petit extrait. Je vais essayer de parler, de lire en même temps, expliquer quand possible. Alors, le titre intitulé La traduction vue comme capital économique, les concepts de valeur et de dépenses dans la traduction. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter le concept de traduction dans le paradigme de l'équivalence. Et tout d'abord, je dois dire que l'équivalence était la théorie dominante pendant les années 50-60. Plus tard, elle était questionnée par les mouvements post-modernes, etc. Mais d'après un certain auteur que je discute ici, qui s'appelle Anthony Pym, c'est un Australien qui travaille et habite maintenant en Espagne, qu'aujourd'hui il y a une sorte de renaissance et que c'est grâce à l'économie globale et au marché global, car pour lui, la traduction fait partie de la distribution matérielle des produits et fait partie alors de l'échange économique. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de défendre la thèse que le succès et les résultats concrets qui aujourd'hui découlent de l'application de la théorie de l'équivalence permet de penser cette dernière et aussi la notion de traduction comme faisant partie du capital économique. Et je vais essayer de montrer que la valeur de cette théorie se forme suivant critères économiques. Et plus précisément, je vais me concentrer sur l'emploi du modèle de l'égoïste rationnel tiré de Adam Smith, qui opère maintenant dans la théorie de la traduction. Alors, cet auteur, Anthony Pym, quand il parle de l'équivalence dans la traduction, il introduit le concept de valeur. Bon, c'est un concept qui, en fait, qui n'est pas propre à la théorie de la traduction, mais pour lui, s'avère crucial pour la possibilité d'augmenter les profits économiques, mais aussi sociaux, qui résultent de l'émission de modèles de traduction sur le plan du marché global. Bon, alors, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un entrelacement étroit entre l'acte de traduction et le phénomène de la globalisation aujourd'hui. Bon, quand il parle de la globalisation, de la circulation des produits et de leur traduction successive, il a introduit une nouvelle théorie, un nouveau concept, qui est celui de la localisation. Alors aujourd'hui, il dit que il y a toute une industrie de localisation qui se définit comme suit. Prendre un produit et le faire linguistiquement et culturellement approprié pour le local, région, pays, langage, cible où il va être usé et vendu. Alors, l'acte de traduction conçu au sein de l'économie globale consiste en démarches concrètes alors qui accompagnent l'implémentation d'un produit dans plusieurs marchés locaux. C'est évident avec, par exemple, les logiciels Windows. Oui. C'était d'abord seulement en anglais, mais puis le Windows existe en plusieurs langues. Alors, pour Anthony Pym, cet auteur, la traduction est attachée et adjointe aux produits marchands et elle fait partie de la transformation linguistique et culturelle qu'ils subissent tout au long du processus de vente et d'usage dans les locaux divers. Alors, le produit ici est vu comme une sorte de garantie pour l'équivalence donnée par la traduction. Bon, on continue, c'est une deuxième partie. Alors, quand on parle de localisation, disons, on prend un produit, le logiciel, qui est en anglais, qui se fait en général en Angleterre, États-Unis.
et puis on doit le traduire pour le vendre sur le marché bulgare, italien, russe, etc. Bon, c'est-à-dire que pour effectuer cela, il faut traduire certains concepts, mais toujours il y a le risque de perte essentielle, de mécompréhension, une sorte de dépense, en fait on pense de dépense, qui doit être minimisée dès le moment de production du produit. Alors, comme ici la traduction est vue comme une sorte de dépense, on introduit un autre concept, mais aussi c'est une autre pratique industrielle qui est celle de Internalisation? Oui, c'est ça. Donc, mot difficile. Alors, quand nous avons ce phénomène de internationalisation, ce qu'on fait, c'est de renverser le processus de traduction. C'est-à-dire, il n'y aura pas un produit et puis sa traduction successive pour qu'il soit localisé dans un marché géographiquement et culturellement distinct, mais on va renverser ce processus pour insérer la traduction au commencement du processus de production. C'est ce qu'on appelle internationalisation, c'est-à-dire prendre un produit et le généraliser de sorte qu'il puisse contenir plusieurs langages, plusieurs conventions culturelles, sans la besoin de transformation, redesign. Alors, le modèle de traduction, évidemment, pour suivre ce processus industriel, économique, etc., il faut trouver un modèle de traduction qui est approprié. Et selon Anthony Pym, le modèle le plus proche de cette définition est celui proposé par José Lambert, qui est un philosophe linguiste qui travaille à Leuven, à l'autre université, ce modèle prévoit plusieurs récepteurs, mais un seul ou un nombre réduit d'expéditeurs. Et c'est en général le modèle de la communication de masse, et c'est très schématique ici, vous pouvez juste jeter un coup d'œil. C'est-à-dire, nous avons un expéditeur, un message, et puis quelqu'un qui reçoit, et on reproduit ce schéma partout. Bon, le truc c'est que ici, l'expéditeur est vu comme un acte et un sujet puissant de communication émis dans un lieu concret pour arriver chez les utilisateurs locaux partout dans le monde. Cependant, ce modèle reste plutôt applicable au processus de production et de consommation de programmes télévisionnels aux États-Unis que de décrire le processus d'internationalisation analysé par Pym. Alors, il faut trouver un autre modèle qui est plus adéquat. Et parce que dans le processus d'internationalisation, l'idée de la stabilité du texte source se trouve réfutée en fait. Il n'y a pas un point de départ, un point d'arrivée, comme on va tout faire au commencement. Il faut se concentrer sur la dynamique relationnelle entre le texte qui est en même temps texte source et texte cible. Alors, pour Anthony Pym, ce modèle est représenté par l'Union européenne parce que là, il y a une série de projets initiaux qui aboutissent à la création de versions ou encore d'équivalents en plusieurs langues, parmi lesquels aucun ne pourrait être choisi comme texte source. Et là, il y avait un autre diagramme, si vous avez marqué sur le même feuille. Bon, tout c'est fait pour faciliter l'utilisateur en fait. Le truc, c'est que derrière ça, on peut dégager quelques traits et un jeu économique qui forment la base de l'équivalence. L'internationalisation, en fait, le fait de mettre au moment quand on crée un produit de
de prévoir quel peut être le concept cible, cette possibilité, c'est-à-dire que on peut contrôler la traduction, et c'est-à-dire qu'on peut minimaliser la dépense qu'elle représente. Alors, si on peut contrôler d'une telle façon la traduction, ça veut dire qu'on peut augmenter le profit économique, mais aussi social qui découle de cette dernière. Alors, dans ce point se trouve la renaissance de la théorie d'équivalence, parce que cet auteur dit que même cette théorie était discréditée après le post-structuralisme notamment, elle n'est pas une perte, elle n'est pas une manque, et elle mérite d'être étudiée et en tant que théorie de la localisation, en tant qu'une théorie qui nous sert d'augmenter les profits économiques aujourd'hui sur le plan du marché global. Cette stratégie, en fait, décrit la conception majeure soutenue par Pym pour le lien entre la traduction et les industries de localisation, à savoir l'intérêt économique derrière l'application actuelle de l'équivalence en ce qui concerne l'implémentation et l'usage de certains produits dans les marchés locaux, de sorte que, de linguistiquement significatif, elle devient économiquement favorable. Ce processus marque le passage que la théorie de l'équivalence effectue du champ scientifique au champ des relations économiques. En fait, l'application de la théorie de l'équivalence au milieu des industries de localisation intéresse Pym moins qu'à l'inverse, précisément, l'usage des critères marchands pour la solution de contradictions socio-linguistiques. Bon, c'est l'équivalence en général. Il y a un postulat qui nous permet de dire que l'équivalence ne dit pas que les langues sont les mêmes, mais que les valeurs sont. Alors, ça sera maintenant une question de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette définition. Bon, quand il parle de valeurs, cet auteur, il naturellement évoque le nom de Saussure parce que pour lui, il y a un certain avantage de lire Saussure depuis la perspective des relations d'échange. Alors, comme la traduction fait partie de la distribution matérielle des produits à travers le temps et l'espace, elle peut influencer les marchés locaux. C'est-à-dire que la valeur linguistique ici a du sens quand et si elle entre le système des relations d'échange. Voilà. L'avantage, c'est en fait de lire Saussure à travers les relations d'échange parce que la valeur linguistique est toujours contractuelle. Alors, elle est reliée à l'acte de confiance dans l'acte de communication parce qu'en fait, la croyance à l'équivalence, comme celle au système monétaire, est enracinée dans la possibilité d'accord et de confiance parmi les membres de la communauté, car seulement, d'après Saussure, le fait social a la force d'instituer de valeurs. Bon, selon Saussure, bref, pour vous tenir au courant, la valeur dans ou hors le langage, peu importe, est gérée par deux principes. Le premier, c'est la possibilité d'une chose dissemblable d'être échangée contre celle dont la valeur est à déterminer. Et deuxième, la possibilité que des choses similaires peuvent être comparées avec celles dont la valeur est en cause. En tout cas, la valeur linguistique que Pym tire de Saussure se définit en termes toujours d'accumulation de significations passées qui lui permet de supposer que l'équivalence se crée. Bon, il n'existe aucun lieu culturel qui est libre de valeur. Alors, quand on va vendre et on va essayer de localiser un produit qui est un produit tout nouveau, pour trouver son équivalent, il va le créer, notamment. Bon, et
En tout cas, il est question d'égaliser des choses différentes et de minimaliser les dépenses qui accompagnent la traduction, la réception des produits. Pour cette raison, le but est en fait de rapprocher la théorie de la traduction avec les industries globales de production et d'échange, de distribution de produits. Parce que, d'après cet auteur, en fait, chaque conception que par elle-même, la traduction peut changer le monde où le status quo est naïf. La traduction est attachée aux produits concrets et elle a, si vous voulez, même un sens matériel. Bon, quand il parle de la valeur de l'équivalence, de valeur de l'équivalent qu'on va créer pour vendre un certain produit, cet auteur, il essaye d'aller au-delà et en fait de se concentrer sur le problème de la valeur de l'acte de traduction lui-même au milieu de l'économie globale. Et maintenant, il va définir cela en termes de dépenses et en termes économiques. Je vais me permettre une citation, quelques lignes, mais qui est en anglais. Je vais lire très, très lentement, mais c'est facile. Bon. The transfer of texts usually plays a role in the real or virtual transfer of something else. Merchandise is metaphorically transferred, often with the help of translated texts, but many other kinds of value are created with the help of translation, including diplomatic or cultural recognition, military cooperation or pressure, stored and circulating capital, goodwill and prestige. The role of the translation is not just to make these values correspond, to find agreement on meanings or prices, as might be read into the etymology of the interpreter, as interpress, a figure between prices. It is also to function as an added commercial cost in its own right. Bon, ce dernier, que la traduction fonctionne comme une dépense, on peut dire, dépense commerciale, mais qui est propre. Ce modèle est tiré par le principe du profit social de Adam Smith. Et c'est un auteur qui se réfère directement à Adam Smith et parfois au concept qu'il utilise. Alors, selon le modèle de Adam Smith et notamment le modèle de l'égoïste rationnel, chaque fois qu'on décide de réaliser un acte de communication, maintenant une traduction, ce qui est au centre, c'est le profit mutuel pour les parties contractuelles et sa valeur. L'intention ici est d'esquisser un modèle néoclassique d'interaction interculturelle dans lequel les intérêts business de localisation de produits ou de textes globaux ont une place spéciale, exprime l'importance de l'interaction entre la traduction et la situation économique globale. Ce modèle est tiré de la théorie de l'égoïste rationnel de Adam Smith. Parce que chaque fois qu'on décide de faire une traduction, chaque fois qu'on signe un contrat, c'est parce que les acteurs poursuivent leur propre intérêt. Et bon, ce modèle n'est pas restreint seulement à l'efficacité économique, où il ne dit pas que chacun est égoïste rationnel, mais que le profit mutuel est au fond, et c'est l'enjeu dans le cas des égoïstes rationnels. Bon, le truc c'est que ici, en ce qui concerne la traduction, la supposition est celle que les calculs sont possibles, et ces calculs visent le contrôle sur la dépense représentée par la traduction. Cette dépense doit toujours être minimale. Pour élargir un petit peu le sujet, ne pas être trop technique,
C'est un auteur aussi qui lance l'hypothèse que l'influence des théories postmodernes ou la question de la traduction des textes littéraires et philosophiques font partie du modèle des dépenses transactionnelles tiré de Adam Smith et que leur traduction et leur distribution résultent de leur valeur idéologique mais mis sur le signe de l'intérêt économique. On dit que chaque société qui s'engage dans la traduction et la distribution de textes, par exemple esthétiques ou philosophiques, poursuit un intérêt économique qui n'est pas seulement l'intérêt d'éduquer, de former des acteurs sociaux, etc., mais c'est parce qu'il va gagner de cet échange, de cette opération contractuelle. Alors, l'exclusion d'une série de sujets sociaux comme l'hégémonie, la domination, l'exploitation, etc., qu'on associe avec la critique postmoderne provenant de gauche, en réalité renforce la question de l'efficacité économique du capital, représentée par la traduction dans le milieu du marché global. Cette efficacité consiste en cela de relier deux partenaires considérablement inégaux pour qu'ils puissent interagir de manière rationnelle, indépendamment de chaque lutte idéologique. C'était une citation. Alors, le fait que, et ça sera la dernière partie, le fait qu'on peut mettre tout ça en parenthèse est issu du principe économique gouvernant la traduction, mais cela aussi un but émotionnel et social. Alors c'est un double engagement émotionnel et contractuel qui existe et représenté par le modèle de l'égoïste rationnel de Adam Smith au sein de la traduction. Alors, cet auteur, Anthony Pym, quand il parle, parce qu'il passe par l'économie, par le marché global, etc., et le modèle de traduction qu'on puisse élaborer pour répondre à ces processus contemporains, il lance l'hypothèse que tout cela, en fait, peut nous amener un petit peu du bonheur. Et qu'en même temps, quand on discute l'efficacité, le contrôle sur la traduction, c'est pour poursuivre et obtenir un petit peu du bonheur. Alors, la raison pour laquelle on réussit à relier la théorie de la traduction organisée autour du marché, la discussion sur l'éthique sociale de la profession, réside dans la conception de la traduction comme faisant partie de l'idéal du commerce libre. Autrement dit, le modèle néoclassique de profit mutuel offre au traducteur, à la traductrice, la possibilité d'accomplir un acte éthique, par exemple la traduction d'une œuvre malgré et contre l'intérêt national. De surcroît, la traduction se trouve entrelacée dans les relations commerciales en tant qu'un cas spécial d'échange gouverné par le profit mutuel si et quand la chance de coopération est présente. C'est aussi, je lis ici, une certaine influence de Adam Smith parce que pour lui, la coopération, le fait de négocier entre les membres de la société représente aussi le bonheur individuel. Alors dans un premier temps, ça semble hors le profit monétaire, mais fait partie du principe du profit lorsqu'un contrat est signé. On dit que si on signe un contrat, c'est parce que toutes les parties ont intérêt et puis ils seront satisfaits. Alors, la logique contractuelle et la coopération communicative dans la théorie de Adam Smith ici jouent le rôle d'appel à l'engagement émotionnel du traducteur-traductrice qui à son tour soutient le profit mutuel au cours de faire le marché. Alors, si on essaye de tracer l'usage du modèle de l'égoïste rationnel analysé par Pym, il n'est pas difficile d'y reconnaître à l'économie une certaine économie des sentiments que Adam Smith élabore lorsque ses recherches sur le commerce libre. Pour Smith, la vie économique n'est qu'une extension des pensées et des conversations entre les parties contractuelles et où se fixent des relations d'échange préméditées. Ces derniers couvrent aussi la sphère des émotions. Dans Theory of Moral Sentiments, Adam Smith adresse son attention au bonheur,
comme résultat de la sympathie mutuelle entre les membres de la société. Un peu plus loin dans le texte, la richesse et l'engagement contractuel pourraient être transformés en bonheur à condition que les deux parties restent satisfaites. Alors le truc c'est de voir comment tout cela affecte la traduction dans l'interprétation de Anthony Pym. Bref, pour cet auteur, c'est le modèle qui permet d'effectuer le passage de l'idée de la traduction en tant que dépense transactionnelle issue du principe du commerce libre à la poursuite du bonheur. Je me permets un petit passage encore une fois en anglais. Ce sera la dernière fois. The model might nevertheless be of interest to translation theory to the extent that it introduces a frame for debates about ethics. Beyond delimiting the translator's responsibility, it can attribute a goal to translation itself. In Aristotelian terms, is the attainment of happiness. I see no reason why translation theory should not talk about a little happiness. Bon, la mention d'Aristote ici est une référence plutôt indirecte vers la conception de Adam Smith sur le bonheur individuel et public. Parce que ici, Adam Smith est un héritier d'Aristote quant à sa position sur le bonheur comme un but à la fois individuel et public pour la société. En ce qui concerne la traduction, l'acquisition de bonheur est issue de démarches concrètes dans le champ des relations économiques et sociales. Comme selon Adam Smith, les sentiments font partie de l'échange économique, ils participent dans le calcul de la dépense transactionnelle dont le but est de satisfaire les parties contractuelles. Voilà. La possibilité d'envisager la traduction comme une dépense transactionnelle ici est issue de la possibilité d'observer le processus de communication comme résultant d'un débat rationnel, tout à fait rationnel, mais qui se mène sous les auspices de la vie commerciale, si vous me permettez les lignes pour conclure. Non seulement l'interprétation de Anthony Pym est un exemple pour la manière dont la théorie contemporaine de la traduction est gérée de principes économiques. Le modèle tiré de Adam Smith souligne sa transformation en capital économique aussi. Même si on accepte avec Pym l'affirmation que la poursuite de bonheur est une partie intégrale de la traduction et du désir de traducteur-traductrice de devenir visible, ou bien que la liberté de choisir et de réaliser une traduction émoussera le sentiment de pression, ce ne sont que des positions influencées par le commerce et dont la valeur reste débattue. Merci beaucoup, Maria.